Olivier Carré, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Orléans, député LR du Loiret, conseiller logement auprès de François Fillon. Et nous allons voir avec vous quelle politique du logement vous entendez mener et les préconisations dans le domaine de l'immobilier si bien sûr François Fillon est élu à la présidentielle. Tout d'abord, quel bilan dressez-vous de la politique du logement, on va dire depuis 2012 et de la loi Allure en particulier ? Disons que la loi Allure, elle a retardé le redémarrage de l'immobilier, qui était en 2012, l'immobilier est contraint un peu partout. C'est pas du fait de la gauche ou pas, mais au moment où ça redémarre partout, on a la loi Allure qui va geler beaucoup d'initiatives, qui va faire en sorte qu'il va falloir un produit super dopant dans le domaine de l'immobilier à travers la loi Pinel et tout ce qui va s'en suivre pour rebooster tout ça. Aujourd'hui, on a un rythme de construction qui a bien redémarré, mais qui est en fait un rattrapage par rapport à ce qui s'est passé dans les années précédentes. Et je crois que il faut, s'il y a bien un domaine dans lequel la politique de long terme prévaut, c'est bien celui de l'immobilier. Il ne faut pas donner de grands à-coups, il faut plutôt libérer les énergies que ramener toujours des contraintes. Et la loi Allure, de ce point de vue-là, a quand même été assez championne. Mais vous ne souhaitez pas complètement l'abroger, en tout cas. Pour les raisons que je viens d'évoquer, il y a un certain nombre de points qui devront être conservés, mais tous les éléments qui sont des freins, et Dieu sait qu'ils sont nombreux dans cette loi, eux doivent être revus. Alors, l'une des mesures symboliques, l'une des mesures phares, c'est l'encadrement des loyers, qui pour l'instant est appliqué à Paris et à Lille. Est-ce que vous souhaitez l'étendre à d'autres villes ou l'arrêter ? Je rappelle le principe d'un économiste qui disait qu'il y avait deux choses qui détruisaient une ville, c'était les bombardements et l'encadrement des loyers. Alors je ne vais pas faire d'image terrible, mais cet encadrement des loyers, à moyen terme, c'est lui qui bloque l'investissement, le réaménagement naturel d'un logement, et à partir du moment où le surplus de loyer ne peut pas amortir les frais qui ont été occasionnés par la remise en état du logement. Donc c'est un frein et c'est un incitatif à la dégradation naturelle de l'immobilier. Il y a un marché, il faut plutôt s'interroger pour savoir qu'est-ce qui parfois bloque ce marché. Et c'est vrai qu'en France, on a un marché de l'immobilier qui ne fonctionne pas bien par rapport aux autres pays. Mais ce n'est certainement pas une question d'encadrement des loyers, c'est d'autres déterminants, notamment fiscaux, qu'il faut là aussi revoir. Et moi, je crois plus à un loyer vrai, correspondant à une phase d'investissement vraie et à un pouvoir d'achat des personnes qui, lui aussi, est réel. Donc c'est ces trois points-là qui déterminent le rendement de l'investissement locatif et ça suffira largement plutôt que de forcer à travers un encadrement à ce que tout ça soit contingenté. Et ça passe notamment par la création d'un nouveau bail à loyer modéré entre social et privé, c'est ce que vous voulez mettre en place ? L'idée, et ça a déjà existé, c'est que en fait ce qui est la situation, la capacité de payer un loyer, elle vient évidemment de la personne. Elle ne doit pas venir du statut du logement ou du statut du bailleur. Et à partir de là, avoir un loyer qui est inférieur à la moyenne des loyers d'une ville donnée, ça nécessite d'être appuyé par des allègements fiscaux. C'est comme ça que fonctionnent les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux bénéficient de toute une série d'allègements. Et si on transmute ces avantages qui aujourd'hui sont dévolus aux bailleurs sociaux sur le bail, avec le fait que c'est le bail qui donne droit à un certain nombre d'avantages fiscaux pour que le rendement net qui va dans la poche du bailleur, qu'il soit privé, institutionnel ou conventionné, donne un rendement qui est proche de celui normal du marché, eh bien à ce moment-là, on a des tas de possibilités d'ouverture qui vont pouvoir se faire et donc la possibilité pour beaucoup de gens aujourd'hui de se loger un peu partout dans les villes parce que leur pouvoir d'achat aura été aidé par ce bail homologué. Et donc, c'est une petite révolution. C'est quelque chose qu'il faut affiner avec les professionnels, avec les associations de locataires, avec d'autres dispositifs par ailleurs comme le revenu social universel. Et donc, faire en sorte que la solvabilité du locataire, en fait, soit assurée par ces dispositifs. En même temps, ça va révéler de nouveaux investisseurs qui préféreront avoir peut-être un loyer plus bas, mais avec une fiscalité allégée, et derrière l'APL qui couvre une partie des recettes de ces loyers. Et à propos d'investissement, le locatif Pinel, le dispositif qui fonctionne bien dans le neuf, qu'est-ce que vous souhaitez en faire ? Je crois qu'il faut
il faut poursuivre. Là encore, on a une dynamique. Il ne faut surtout pas de stop and go. On l'a vu d'ailleurs, c'est une des caractéristiques de la France, c'est que chaque fois qu'on met en place un dispositif, depuis Ménurie, on a beaucoup de mal à l'éteindre. Les décisions sont prises de l'éteindre et aussitôt, au bout de 6 mois, on s'aperçoit qu'il y a un trou dans la chaîne de production. Alors l'important, c'est qu'il ne cannibalise pas l'ensemble de la production, qui joue bien son rôle de booster d'un cycle qui, lui, est naturel et qui rencontre l'intérêt de tous les investisseurs. Mais dans l'état actuel du marché, on a besoin de ce type de supplétif, me semble-t-il. D'accord, comme le prêt à taux zéro aussi. Alors, le prêt à taux zéro, ça n'a pas la même fonctionnalité. Là, c'est pour donner pour rendre accessible des logements à ceux qui se lancent dans l'accession à la propriété. Et là aussi, c'est un dispositif qui est indispensable, qui est ancien maintenant et qui marche très bien. Il peut être même accompagné dans certains cas de bouquets de travaux, ça existe déjà. Et ça peut être même un outil formidable pour réinvestir les centres-villes et les centres-bourgs. On pense toujours à la construction neuve à travers le prêt à taux zéro, ça marche bien sur ce biais-là, mais ça peut être aussi le moyen pour un jeune couple qui a décidé d'acheter un appartement, de le retaper complètement, et dans les centres anciens, c'est un vrai moteur de redynamisation et de renouvellement urbain. Le logement est-il trop taxé? Taxe d'habitation, taxe foncière, droit de mutation, qu'est-ce que vous souhaitez faire? C'est un des éléments, je disais tout à l'heure que le marché ne fonctionnait pas bien, et toutes les études montrent qu'en France, vous pouvez rajouter l'ISF, est un élément où le logement lui-même est très taxé. C'est lié à la fois à l'histoire et puis aussi aux besoins de l'État ou des collectivités d'avoir des recettes sur ce qui reste immobile, parce que ce qui reste mobile se barre quand c'est trop taxé. L'immeuble, il n'est pas sur roulette et il reste là. Donc c'est un bien convoité par l'État, tous ceux qui veulent taxer. Je crois qu'il faut alléger un certain nombre de choses. Il faut trouver par exemple des dispositifs astucieux qui fassent que quand on a payé une fois des MTO, donc des taxes sur les transactions, ce soit une sorte d'acquis qui fasse que quand on veut changer de logement, on a déjà payé une partie de ses droits, donc on ne va pas repayer 2 fois. Donc il y a différentes choses à améliorer parce qu'on sait que c'est un frein, par exemple, à la mobilité. Et puis taxe d'habitation. Et la taxe d'habitation, c'est pas une taxe sur l'immobilier. C'est une taxe qui, quelque part, amène le contribuable, le ménage, à payer les services de la collectivité dont il bénéficie, les écoles, les crèches, tout ce qui est le fonctionnement des services. Toucherait pas, et là-dessus, il n'y a pas à y toucher parce que déjà, c'est malgré ce qui peut être dit, c'est un impôt dans lequel il y a beaucoup de possibilités de dégrèvement. C'est pas du tout un impôt flat comme ça a été souvent dit. C'est un impôt qui bénéficie de beaucoup de dégrèvements, souvent liés non pas déjà un peu à la situation sociale, mais aussi à la composition familiale. Et donc, par là même, c'est déjà un impôt qui n'est pas du tout aussi qui est souvent caricaturé. L'autre chose, c'est qu'il est important qu'il y ait un lien entre la municipalité, la taxe qu'elle vote, et le regard du contribuable et de nos concitoyens. Et ce lien-là, aujourd'hui, il n'existe quasiment plus que sur les impôts locaux. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que malgré tout ce qu'on raconte, ils ont un peu moins augmenté que les impôts nationaux. Donc je crois qu'il faut garder ce point-là. Par contre, tout ce qui est ISF qui taxe le capital, il y a l'immobilier, il y a aussi toutes les valeurs mobilières et c'est quelque chose dont il est certain que c'est un frein et vraiment un élément qui nous distingue des autres pays. Et donc là, il faut l'abroger. Il faudra regarder aussi les questions de TVA et autres, mais là, on rentre dans ce que je disais tout à l'heure sur le bail homologué. Oui, et sur exonération des plus-values aussi. Alors, l'exonération des plus-values, aujourd'hui, vous savez que vous avez un régime de 30 ans sur les plus-values et puis de 22 ans sur la taxe, les contributions sociales qui sont ajoutées. Là, tout le monde sera ramené à 22 ans parce que, visiblement, on a vu que c'était une erreur qui avait été faite. Erreur qui a été faite il y a déjà un certain temps et pas par le gouvernement actuel, mais il faut vraiment le corriger aujourd'hui. Comment construire mieux et là où sont véritablement les besoins? Est-ce qu'il faut régionaliser à fond les politiques du logement? Je crois que la régionalisation n'est pas une bonne idée. Il y a des schémas qui se font, mais il faut qu'aujourd'hui, ceux qui pilotent le développement de l'habitat, c'est ce qu'on appelle les EPCI, les intercommunalités, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération. C'est là que se font les décisions. Sur, par exemple, le plan local de l'habitat.
peu de gens le savent, mais c'est voté et ça permet justement d'avoir une vision sur les équilibres en termes d'habitat au sein d'un même territoire. Il y a aussi le rôle de l'État qui est un peu ambigu, qui parfois est père Fouettard, avec notamment parfois des applications très strictes de la loi SRU et qui finissent par avoir des effets négatifs sur l'intérêt de ce que peut porter cette loi. Et là aussi, il faut corriger un certain nombre de choses. Et puis, le fait qu'il aide le bailleurs sociaux dans un certain nombre de politiques, alors qu'en fait, ceux qui veillent à leur répartition sont les acteurs locaux. Il y a un troisième acteur qui, lui, est semi-privé, qui est Action Logement, alors qui est strictement privé sur le plan des statuts, mais qui joue un rôle dans l'utilité publique relative à l'évolution du logement, qui gère un montant important de taxes qui sont payées sur les salaires des salariés et qui amène là aussi des fonds sur des politiques très ciblées. Donc c'est tous ces acteurs-là aujourd'hui qui, il y a 10 ans, l'État était très prédominant. Depuis la loi Raffarin sur la délégation des aides à la pierre, on a un rôle majeur des collectivités territoriales. Action Logement s'est réformé récemment. Et donc, on voit bien que il y a un nouveau champ d'acteurs là, qui doit être rassemblé. Sans doute que l'État a beaucoup moins de rôle à jouer, beaucoup plus de responsabilités au niveau des collectivités et à partir de là, une meilleure fluidité et moins de problèmes, justement, de crispation sur un certain nombre de territoires. Je sais que l'Île-de-France, par exemple, est en train d'évoluer dans le bon sens. Ça a été un sujet majeur pendant 15 ans. Aujourd'hui, on voit beaucoup de programmes qui commencent à sortir, notamment dans le cadre du Grand Paris où beaucoup de réflexions ont pu être faites. Et à partir de là, les choses sont en train probablement de se dénouer sur le moyen et le long terme. C'est une très bonne nouvelle. D'accord. Et juste pour terminer, la philosophie de la politique du logement souhaitée par François Fillon? C'est de faire en sorte qu'il y ait plus de liberté entre les acteurs, qu'il y ait plus d'acteurs, qu'ils soient professionnels, mais que aussi tout ce qui peut restaurer de la confiance entre les particuliers, que ce soit quand ils se vendent des choses d'entre eux, ou que ce soit quand ils reçoivent des locataires. Aujourd'hui, il faut de la confiance. Vous avez une disparition des bailleurs privés parce qu'ils n'ont pas confiance dans le fait que s'il y a un pépin avec leur locataire, ce qui peut arriver, eh bien, ils n'arriveront jamais à se défaire de ce locataire. Ça, c'est létal sur le plan de ce qui doit fonctionner entre un bailleur privé et un locataire. C'est très mauvais d'ailleurs pour les locataires parce que justement, ça réduit l'offre. Il faut absolument que cette confiance soit restaurée. Pour ça, il y a d'ailleurs quelques petits outils qui devront être modifiés, et notamment dans l'allègement de dispositions qui étaient dans la loi Allure. Et à partir du moment où on a restauré cette confiance et une certaine équité entre locataires et propriétaires, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont se dénouer en France et de façon naturelle. Ça permettra à terme d'ailleurs sans doute de faire des économies sur le budget de l'État dans le domaine du logement. Mais on n'en est pas encore complètement là. Oui, c'est à suivre. Olivier Carré, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.